Bonjour les jeunes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur la question des questions. Comment on pose des questions en anglais? Dans quel ordre on met les mots? Quels mots on choisit? J'aimerais qu'on apprenne à faire tout ça de manière efficace et si possible pour que, comme à chaque fois, vous finissiez bilingue à la fin de la leçon. Vous allez voir que comme il y a plein de choses à dire et plein de choses à revoir sur les questions, je vous ai fait ça en 3 parties, que ce soit un petit peu plus facile à assimiler et que vous n'ayez pas le sentiment que je vous fais un cours hyper long et absolument incompréhensible. Donc on a une première partie, on va voir les bases. Les bases, ça va être par exemple ce schéma que vous voyez là, et avec ce schéma, on va regarder plein d'exemples. C'est ça en fait qui nous prend le plus de temps, c'est de regarder des exemples. Mais je pars du principe que plus vous avez d'exemples, plus vous allez trouver ça peut-être facile parce que c'est plus concret. Et puis à chaque fois, vous allez pouvoir raccrocher ça à des questions que vous connaissez déjà. Donc normalement, ça vous aide les exemples. Après, on va regarder dans les détails. Je vous ai mis plein de petits trucs. Ce que moi j'appelle les détails, en fait, c'est les trucs à ne pas oublier pour éviter des erreurs toutes bêtes. Et puis une fois de plus, des exemples. Et ça, c'est la première partie. Voilà, donc la première partie, c'est que ça. La deuxième partie, vous allez voir, c'est réviser les pronoms interrogatifs. Parce que même si vous les connaissez, en tout cas, vous avez l'impression de bien les connaître, il y en a toujours quelques-uns qui sont un peu plus compliqués que d'autres, notamment tous ceux qu'on va avoir ici, là, how plus adjectif, how many, how much, tout ça. Donc on regardera ça, et une fois de plus, je vous donne plein d'exemples. Des exemples qui viennent des vidéos de voyage qu'on a faites ensemble, vous savez, les vidéos qu'on a faites pendant le confinement. Et enfin, on va finir avec les question tags. Alors les question tags, dit comme ça, vous n'avez pas le sentiment de connaître, mais en fait c'est l'équivalent de nous quand on finit par n'est-ce pas, où vous allez faire une affirmation et à la fin vous allez poser la question n'est-ce pas, qui sert à demander la confirmation de votre interlocuteur, de ce que vous venez de dire. Vous dites un truc, vous lui demandez n'est-ce pas, et vous vous attendez à ce que cette personne dise mais tout à fait, bien sûr, tu as absolument raison, Marie-Chantal. Donc les question tags existent aussi en anglais. C'est un petit peu plus difficile parce que chaque question tag est différente en fonction de la phrase qui précède. Mais en fait, vous allez voir qu'une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Et surtout, les question tags, vous pouvez très bien vivre sans connaître. Donc si vous sentez que déjà les 2 premières vidéos vous ont paru un peu fatigantes, ne vous embêtez pas, vous ferez ça plus tard. Si vous le faites un jour, c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé. Ou éventuellement, vous regardez pour voir de quoi ça parle. Et puis derrière, vous les reconnaîtrez, mais vous les utiliserez pas, c'est comme vous le sentez. Mais déjà, si vous arrivez à bien comprendre la base des questions, ça va drôlement vous aider. Alors, on regarde. Moi, je vous ai préparé ce que j'appelle le schémagique. C'est un schéma qui est magique et merci du copyright parce que c'est moi qui ai inventé ce nom-là. Le schémagique, c'est le schéma pour poser les questions. Et vous allez voir qu'il fonctionne tout le temps à partir du moment où on sait quand l'utiliser. C'est-à-dire, dès que vous avez compris dans quel ordre on met quel mot, et puis, bref, il marche tout le temps. On va regarder ça ensemble. Il commence par un WH. WH, vous savez, c'est ce que moi j'utilise pour indiquer les pronoms interrogatifs parce que, vous le savez, les pronoms interrogatifs, ils commencent à 90% par WH comme who, where, when, why, etc. Donc, vous voyez aussi que je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est pareil, ça vous le savez, les questions, dans toutes les langues, les questions peuvent être ouvertes ou fermées. Les questions fermées, vous vous rappelez, c'est les questions où on répond par oui ou non. Exemple, es-tu parti en vacances? As-tu fait tes devoirs? À chaque fois, on va répondre par oui ou non. Mais vous pouvez ouvrir des questions et avoir des questions ouvertes à partir du moment où vous mettez un pronom interrogatif avant. Et donc, vous allez finir avec quand es-tu parti en vacances? Avec qui es-tu parti en vacances? Ou bien où as-tu fait tes devoirs? Pourquoi as-tu fait tes devoirs? Etc. Et là, les réponses sont infinies. Donc, si c'est une question ouverte, vous aurez le WH, sinon, il n'y en aura pas. Après le WH, ou au début de question fermée, on commence par l'auxiliaire. L'auxiliaire, on va très vite faire un point dessus. Il faut d'abord être sûr que ce soit clair pour vous. En anglais, les auxiliaires ne sont pas les mêmes qu'en français. En français, les auxiliaires, c'est être et avoir, et c'est pour les temps composés. Et en anglais, c'est très différent. En anglais, les auxiliaires, ils sont là pour faire les négations, poser les questions, et c'est tout. Et le reste du temps, on n'a pas besoin d'auxiliaires. Mais on l'a déjà vu si vous avez fait la vidéo sur les modos, il y a parfois des catégories, comment je vais vous appeler ça? Des mots, voilà, des mots qui remplacent les auxiliaires. On a vu les modos par exemple, les modos remplacent l'auxiliaire. Vous vous souvenez, les modos c'est can, must, will, etc. Donc par exemple, si vous avez le futur proche où on utilise will, que vous avez par exemple ici, vous voyez que will,
fonctionne à la place du modal. Donc quand ici je vous mets à la place du modal, pardon, à la place de l'auxiliaire. Quand ici je vous mets auxiliaire, et ben à partir du moment où vous utilisez un temps où vous faites une question avec un modal, vous savez que c'est le modal qui remplacera l'auxiliaire. Ça on l'a déjà vu dans les leçons sur les modaux. Mais c'est pareil, tout ça vous le savez, c'est juste que vous ne savez pas que vous le savez. Après l'auxiliaire, on a le sujet. Et enfin, on a le verbe. Et là, c'est important. Le verbe, on vient de parler de l'auxiliaire et je veux parler de quelque chose entre l'auxiliaire et le verbe. Normalement, dans une phrase, c'est le verbe qu'on conjugue, mais pas dans les questions en anglais. Dans les questions, c'est l'auxiliaire qui prend la conjugaison. Et c'est pareil dans les négations. L'auxiliaire, il sert à ça en fait. Il va endosser la conjugaison. Donc vous savez le fameux S à la troisième personne quand vous êtes au présent. Eh ben, vous allez dire par exemple she looks tired, ça veut dire elle a l'air fatiguée. Là, on vous demande de mettre un S à la troisième personne parce que c'est une phrase affirmative au présent, simple, troisième personne du singulier, tout ça, tout ça. Mais à partir du moment où vous posez la question, vous allez avoir autre chose, enfin vous allez avoir le S ailleurs. Vous allez l'avoir sur l'auxiliaire. What does she look like? De quoi elle a l'air? Et vous pouvez répondre she looks tired. Et donc, ce S qui est ici, cette marque de la conjugaison, elle est bien sur l'auxiliaire. Et votre verbe ici n'a pas de S. Votre verbe reste en base verbale. Et donc c'est important pour vous, parce que c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est important que vous compreniez que comme l'auxiliaire prend tout, votre verbe, il garde toujours la même forme. Donc si la forme c'est base verbale comme ici, ce sera toujours la base verbale, peu importe à quelle personne vous parlez. Si la forme c'est B plus ing par exemple, si votre forme de verbe c'est VING, ce sera toujours VING, peu importe à quelle personne vous parlez. Je vous donne un autre exemple. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? On est d'accord? Ça, c'est l'auxiliaire. Avec are, on sait qu'on est 1 au présent, 2 avec la deuxième personne, ici du singulier ou du pluriel, peu importe. Et votre verbe, lui, reste en VING. Lui ne se conjugue pas, il prendra toujours cette forme-là. Et ça marche si, par exemple, si on change le sujet. Mettons, on passe de you à je. Vous vous dites, oh, mon Dieu, mais que suis-je en train de faire? Alors là, un petit peu dramatique comme ça. What am I doing? On est d'accord? Ce n'est que l'auxiliaire qui est conjugué. Et, point d'interrogation à la fin, et votre verbe reste toujours en VING. D'accord? Donc, ce qui est important ici, c'est que c'est l'auxiliaire qui va prendre toute la conjugaison. Et on va voir, d'ailleurs, maintenant, dès les exemples, on va voir que vous le savez déjà, mais peut-être que vous ne savez pas que vous le savez. Alors, where do you live? Vite fait, on va souligner pour s'assurer qu'il y a bien tous les éléments. On a bien un pronom interrogatif, suivi de l'auxiliaire, suivi du sujet, suivi du verbe. Et effectivement, là, on sait qu'on est au présent parce que votre auxiliaire, c'est l'auxiliaire du présent simple. La question en dessous, why did you call? Là, on voit vraiment encore mieux que l'auxiliaire prend la conjugaison parce qu'on est à quel temps? Réfléchissez 2 secondes. Normalement, vous m'avez répondu, on est au prétérite. Or, au prétérite, normalement, le verbe se termine en ED. Et là, on est d'accord, il n'y a rien à la fin de call. Call, il reste en base verbale. Pourquoi? Eh bien oui, vous avez compris, c'est parce que c'est did qui est déjà au prétérite. Donc c'est bien l'auxiliaire qui prend la conjugaison. Ok. Ce que je vous propose de faire, moi je vais vite fait traduire éventuellement les autres exemples, mais vous, ce serait bien que vous mettiez pause une fois que j'ai fini ça, pour essayer de souligner dans les couleurs que je vous ai données, ou au moins de repérer le schémagique dans tout ça, sachant que des fois, vous n'aurez pas le WH. Hein. Souvenez-vous, si c'est une question fermée, il n'y est pas. Have you seen Jurassic Park? Est-ce que tu as vu Jurassic Park? Will you be here next week? Seras-tu là la semaine prochaine? Who are you going to call? Qui est-ce que tu vas appeler? Would you do me a favor? Est-ce que tu me rendrais service? Ici, c'est du présent perfect. Là, c'est du futur simple. Ici, c'est du futur proche, vous savez, le futur en be going to plus verbe. Et là, on est dans du conditionnel. Eh bien, à tous ces temps-là, le schémagique fonctionne. Mais je vous laisse vérifier par vous-même en soulignant ou en repérant. Donc, vous avez le droit de mettre pause, de souligner, de repérer les couleurs. Et moi, je continue avec les détails.
Alors, le premier détail, hyper important. Posez tout, gardez votre cerveau, réfléchissez 2 secondes. En français, on utilise « est-ce que » pour poser des questions. Attention, « est-ce que » ne se traduit pas. Parce que « est-ce que » ne veut rien dire en soi. C'est juste un outil pour poser les questions. C'est-à-dire que la question « est-ce que tu vas bien ?» ça veut dire la même chose que « vas-tu bien ?» Sauf que nous, l'inversion sujet-verbe, en France métropolitaine, en tout cas, au Québec, ils l'utilisent beaucoup, mais nous, en France, on trouve ça hyper bourgeois. C'est... Comment dire, c'est as-tu pris ton petit déjeuner? Avez-vous regardé la télé hier soir? Naturellement, on va plutôt dire est-ce que tu as mangé ce matin? Est-ce que tu as regardé la télé hier soir? Le est-ce que vient naturellement parce qu'il évite l'inversion sujet-verbe qui fait un petit peu bourgeois comme ça. Donc, est-ce que, vous ne le traduisez pas, il n'y a pas besoin. Vous suivez le schéma et ça posera la question tout pareil. Est-ce que est juste un moyen de poser la question en français. Ensuite, on l'a déjà dit, mais j'aime bien le répéter. Note, la marque de la négation viendra toujours après les auxiliaires. Ce qui veut dire que si vous voulez poser une question négative, une phrase interro-négative, vous mettrez le not ici. Voilà, puisque not est toujours après l'auxiliaire. Nickel. Be et les modos remplacent les auxiliaires dans les schémas. Oui, on l'a déjà vu, be, le verbe être en anglais, le verbe be, lui fonctionne sans aucun auxiliaire. Il est suffisamment fort pour marcher tout seul. Et les modos, comme je viens de vous le rappeler, c'est la même chose. Can, should, must, will, would, tout ça, ce sont des modos. Si vous avez besoin, il y a une autre vidéo sur les modos. Il y en a même 2 si vous avez envie, une simple et une plus compliquée. Et les modos fonctionnent tout seuls. Donc, pas besoin d'auxiliaire avec les modos. Ils prennent leur place. Donc, dans les schémas ici, auxiliaire ou bien modal qui remplace, ou bien be qui remplace. Je vais le laisser là, puis on vérifiera tout à l'heure, je vous ai mis des exemples. Enfin, pensez que si la question porte sur le sujet qui est ici, si on ne sait pas qui est le sujet qui fait l'action, bah forcément on ne peut pas mettre de sujet dans la question déjà. Donc il faut vous rappeler, mais après ça vient un peu naturellement, parce qu'en français on fait exactement la même chose, que si votre question porte sur le sujet comme dans « Qui est venu hier ?», vous allez faire comme en français. C'est-à-dire que déjà, il n'y aura pas de sujet. Ça, c'est comme en français. Et vous allez conjuguer. Du coup, ici, vous allez mettre le verbe. Il va rester. Et il va prendre la place de l'auxiliaire. Et vous allez le conjuguer à la 3e personne du singulier. Dit comme ça paraît pas évident. Mais en fait, avec 2-3 exemples, ça va venir tout seul. Regardez. Qui est venu hier ? Cela se dit « Who came yesterday ». Et finalement, c'est une version ultra simple des questions en anglais. Il n'y a plus d'auxiliaire, il n'y a plus rien. C'est le seul moment où vous allez vraiment avoir une question qui est presque exactement comme en français. Qui est venu hier? Who came yesterday? Mot pour mot, c'est la même chose. Who goes running at 4 a.m.? Ce qui est une question que vous posez quand vous voyez, il est 4h du matin, où il y a des gens qui vont faire un jogging. Alors déjà, que faites-vous à 4h du matin? C'est une autre question. Mais vous voyez des gens qui font un jogging et vous dites, mais c'est qui ces gens qui vont courir à 4h du matin? En anglais, vous direz « Who goes running at 4 a.m.? » Et donc le « who goes », ça vous montre bien que c'est le verbe qui vient tout de suite après le « who » et il est à la 3e personne du singulier. Donc si c'est au présent, il y aura un petit « s ». Le « s » disparaît alors le sujet, celui-ci-là. Il disparaît du schéma magique puisqu'on ne sait pas qui c'est. Et puis, comme on ne sait pas qui c'est... Oh là, attendez, il faut que j'arrête de vous faire bouger ça. Comme on ne sait pas qui c'est, on va avoir un who, ça peut être un what aussi. Hein. On va avoir un who ici. Et directement, on le conjugue avec un verbe à la 3e personne du singulier. Je vous mets un petit S si jamais c'est du présent, mais c'est vrai que sinon il y en a pas. Directement, on met le verbe derrière. Parce qu'on a l'auxiliaire, normalement il est conjugué avec le sujet. Or, on ne sait pas qui est le sujet. Donc, on fait verbe directement. Ok. Am I late? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, am, c'est bien be. Et donc, il va bien prendre la place de l'auxiliaire ici. Vous avez be plus sujet. Et donc, bien sûr, vous n'avez plus de verbe, hein, puisque votre verbe, c'est be. Donc, vous n'avez pas besoin d'un second verbe ici. Am I late? Est-ce que je suis en retard? Why aren't you home? C'est le même principe. On a le verbe be ici, suivi de la négation. Comme on a vu tout à l'heure, la négation, elle vient après l'auxiliaire. Comme be remplace l'auxiliaire, la négation vient après be. Pourquoi n'es-tu pas à la maison? On a vu pareil, can, on est d'accord, c'est un modal. Donc, il prend la place de l'auxiliaire. Tout ça, c'est des questions fermées, on n'a pas de WH. Donc, modal, plus sujet, plus verbe. C'est bien ça, modal, sujet, verbe, pas de problème.
Je vais vous le faire avec les couleurs. Modal qui prend la place de l'auxiliaire, sujet et verbe. La phrase suivante est hyper complexe, mais en fait, vous pouvez la faire. Shouldn't you be studying? Should, vous vous souvenez, c'est un modal qui veut dire devrait, c'est le conseil. Donc on a le modal plus note. Derrière, on a bien le sujet. Ensuite, on a bien votre verbe qui est en be plus ing. Ouais, il est possible que je vous ai perdu ici, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Shouldn't you be studying veut dire est-ce que tu ne devrais pas être en train d'étudier? Est-ce que tu ne devrais pas être en train d'étudier? Souvenez-vous, be plus ing, c'est en train de. Donc ça, c'est être en train d'étudier. You, c'est le sujet. Shouldn't you? Est-ce que, hein, on pose la question, tu ne devrais pas être... Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais j'aimerais bien que vous essayiez de réutiliser cette phrase, parce qu'il y a plein de trucs dedans, et c'est ultra classe si vous arrivez à le faire. Oui, j'ai sauté un petit peu vite fait tout à l'heure. Ça, là, qu'on va voir ici dans l'exemple. Avoir, en anglais, peut se dire have ou have got. Si vous dites have, il est utilisé comme un verbe normal, donc vous allez utiliser un auxiliaire pour la question et pour la négation. Si vous utilisez have got, il a lui aussi le droit de remplacer l'auxiliaire. Donc si vous avez have got, vous allez avoir have ici et got ici, comme ça. C'est-à-dire que got, il se met à la place du verbe en fait, puisque c'est aussi à la base un verbe. Mais donc ici, moi je vous donne des exemples. Do you have ou have you got, ça veut dire exactement la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est considéré comme un verbe normal, l'autre qui est considéré comme un verbe un petit peu spécial qui fonctionne sans auxiliaire. Moi j'utilise les deux indifféremment. Je crois que plus souvent je vais dire pour avoir quelque chose comme des frères, des sœurs, une idée, tout ça, je vais dire have you got. Mais par contre, le reste du temps, je vais dire par exemple non, je n'ai pas d'idée ou je n'ai pas de frères et sœurs, je vais dire I don't have any idea. Bon, c'est vous qui voyez, les deux fonctionnent, hein, alors là, sans problème. Et enfin, cette question-là, la question des questions sur le sujet. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on demande le sujet qui a fait l'action, qui s'est passé. Et who called? Qui a appelé? Et dans les deux cas, on a bien un WH et direct derrière. On ne peut pas avoir d'auxiliaire parce qu'il serait conjugué avec le sujet, mais on ne connaît pas le sujet. Donc on met direct le verbe et on met le verbe à la troisième personne du singulier. Alors là, vous ne le voyez pas parce que c'est du prétérit, mais c'est absolument pas grave. Troisième personne du singulier. Ok? Donc, normalement, là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour poser des questions. Je ne dis pas que c'est forcément toujours simple, et surtout, il va falloir que vous regardiez un maximum d'exemples pour les trucs un petit peu plus difficiles. Tout ce qui est ici, notamment, là, c'est un peu plus difficile. Donc, essayez, à chaque fois que vous voyez une question, de comprendre jusqu'à ce que vous maîtrisiez complètement le truc, ce qui arrivera très vite, je ne me fais aucun souci. Bien, si vous avez le courage d'être allé jusque-là, ce que je vous encourage à faire, c'est, une fois de plus, essayer de souligner en couleur ce que vous avez sous les yeux. Mettez pause et faites ça, ou repérez en tout cas, pour que vous compreniez comment sont construites ces phrases. N'hésitez pas à me demander si c'est pas clair. Et puis, si vous avez le courage, on passe à la deuxième vidéo qui sera sur les pronoms interrogatifs.